Les débatteurs de Smart Tech aujourd'hui s'appellent Mikim Chikli, directrice générale de Weborama, Christian Poyot, président, directeur général de Micropole, coprésident de la commission mutation technologique impact sociétaux au MEDEF et Alain Staron, président d'Artifil. Et restez également avec nous Salomé Tiblou-Galas, vous êtes consultante blockchain et crypto-actif chez KPMG et vous nous avez offert un détail de l'étude que vous venez de révéler sur l'adoption des cryptos et du Web3 en France et en Europe. On va commencer avec cette première actu. Maggie, c'est le nom du projet de moteur de recherche, nouveau moteur de recherche en préparation chez Google. Une riposte au nouveau Bing, point d'interrogation. Qui veut commencer? Si je peux... Bien sûr, Alain. Ça me rappelle, début du 19e siècle, vous vous souvenez peut-être pas, de George Lawson. La première goélette à 7 mâts. À l'époque, les bateaux à vapeur débarquent, la marine marchande se dit juste, on a un changement de paradigme, la vitesse. Et donc ils disent, comment on réagit? On met un mât de plus. Le bateau a tenu 3 ans avant de couler. C'est le bateau qu'on voit en image, là. Ouais. Et le bateau a coulé au bout de 3 ans parce qu'il était ingouvernable. Donc, il y a un changement de paradigme dans le search, on parle du search au prompt. Donc l'accès à Internet se simplifie parce qu'en fait on a des vrais textes. Comment on réagit? Bart est moins bon que ChatGPT, donc Google est en retard, et donc Google se dit je vais renforcer mon vaisseau amiral qui est, j'ai envie de dire, l'ancien monde. Je continue à faire des efforts sur le search. Et donc la question qui se pose, j'en avais fait un bouquin, il faut combien de temps avant de disparaître? En moyenne sur les derniers acteurs, c'était 6 ans. Donc je lance... Le débat, est-ce que dans 6 ans, on aura encore Google Search? Et puis en plus, ça peut s'accélérer. Ah, ça ne fait que s'accélérer. Alors, d'après le New York Times, on a 160 concepteurs, ingénieurs et cadres qui travaillent chez Google à temps plein sur ce projet de nouveau moteur de recherche. Qu'est-ce qu'il aura de nouveau? Évidemment, il sera alimenté davantage par l'intelligence artificielle. Il apprendra des recherches des utilisateurs, même si c'est déjà le cas, mais surtout, on pourra converser avec lui comme on converse avec un chat GPT. Mikim, du côté de la publicité et des acteurs commerciaux, de savoir qu'il y a une nouvelle mouture d'un moteur de recherche aussi puissant que celui de Google, est-ce que ça risque de créer un séisme aussi du côté des annonceurs, de l'organisation de l'écosystème pub marketing? Alors c'est très 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 scruté le moteur de recherche parce qu'aujourd'hui ça concentre la très très large majorité des investissements publicitaires. On dit que Google aurait une part de marché autour de 40-60% en termes de reach, c'est-à-dire le nombre de population qu'il atteint, mais il a une part de marché de 90% du gâteau publicitaire. Oui. Donc on a un déséquilibre. Donc est-ce que la goélette et le nouveau navire vont rééquilibrer ça? C'est vraiment le vaisseau amiral de Google et c'est la pierre angulaire. Maintenant, ils ne vont pas changer fondamentalement leur liste réponse et l'affichage des publicités ne va pas descendre. Ils savent que c'est la poule aux œufs d'or, surtout que par ailleurs, ils se challengent eux-mêmes sur la suppression des cookies tiers par le navigateur Chrome. Et c'est déjà supprimé par Safari et Firefox. Plus s'ajoute là-dessus le taux de consentement qui augmente des gens qui disent « je ne veux plus être traqué ». Donc en fait, finalement, Google, moi je pense que ça ne va pas s'effondrer du jour au lendemain et tout de suite, puisque c'est vraiment une réponse à un monde sans cookies. La liste réponse ne donne pas finalement de contraintes par rapport à la législation des cookies tiers. Puisqu'en fait, je requête et j'ai ma réponse. Et la liste réponse est faite de façon à ce qu'on envoie tout de suite, le plus vite possible, la réponse qui est adéquate. Donc voilà, après, je pense que... Enfin, ça change quand même quelque chose d'importante pour les sites, les éditeurs et les annonceurs. C'est-à-dire que je vais avoir les réponses qui vont s'afficher dans mon moteur de recherche. Peut-être que j'irai moins aller consulter des réponses sur des sites externes. Il va y avoir aussi la possibilité de réaliser des transactions directement depuis le moteur de recherche. Alors ça, c'est inspiré par Baidu. Ouais. Baidu, c'est le moteur de recherche de la Chine. Ouais. Et Baidu a monté un dispositif qu'ils appelaient à l'époque la brand zone. Et en fait, on pouvait tout faire dans cette brand zone. Donc, c'est des keywords qui sont liés finalement aux marques. Et on pouvait scanner un QR code, partir sur WeChat, partir sur du live shopping, etc. etc. Et donc, le business model était un petit peu différent de celui des enchères. Maintenant, ça marche en Chine parce qu'il y a une telle hégémonie et un tel contrôle. Ça marche beaucoup moins sur un applicatif qui est accessible à l'ensemble des pays occidentaux. Ouais. Donc, moi, je ne crois pas que ça va s'effondrer tout de suite. On n'en sait rien, en fait, de ce qui va se passer sur Maggie. Ça sera révélé le 10 mai.
lors de la conférence la Google I.O. de Google. Voilà. Et donc, on en saura plus à ce moment-là. Même au sein de Google France, chez qui j'étais hier, pas de réponse, aucune information. Oui, enfin, on vit un bouleversement, ça c'est évident. Moi, je ne parierais pas non plus quand même sur la disparition de Google à 6 ans, parce que ChatGPT, on le voit souvent sous un axe, effectivement, grand public ou construction je sais pas, du CV pour l'étudiant, etc. Moi, je pense que dans un premier temps, ça va surtout toucher les entreprises. Mais les entreprises vont construire des modèles de LLM, enfin de construction de documentaires sur leur propre base, sur leurs propres données, pour pas qu'elles soient ouvertes à l'ensemble de l'écosystème, parce que sinon, il y a une perte de valeur qui est énorme. Et donc, dans ce cas-là, ça va surtout jouer, encore une fois, dans le B2, enfin dans le B2B, en tout cas dans un monde de l'entreprise. Donc, entre la partie ChatGPT très générale, le moteur de recherche de Google, qu'on utilise tous, et avoir une liste de réponses qu'on va pouvoir choisir nous-mêmes, ou une espèce de pré-mâché, quel va être le choix du public, c'est un peu compliqué à voir. Mais encore une fois, évidemment, je prends l'aspect entreprise avec notamment ma casquette MEDEF. Tout ce qui est IA générative va plus dans un premier temps, pour moi, être construit et utilisé par les entreprises pour, au final, leurs clients, qu'ils soient publics ou enfin entreprises ou privés. Allez, quand même, pour aller dans le sens d'Alain, Samsung aurait envisagé de remplacer Google par Bing comme moteur de recherche par défaut sur ses smartphones. En fait, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la prime au meilleur quand même. Quand on sait par ailleurs que Google paye 14 milliards par an, ça c'est l'année dernière chez Apple, pour que son moteur de recherche soit le moteur de recherche des iPhones, on voit bien qu'Apple est extrêmement dépendant de peu d'acteurs. Alors effectivement, il a une part énorme du gâteau publicitaire du search, mais le gâteau publicitaire du digital n'est pas limité au search. Facebook fait très très bien aussi dans son domaine. Il chute aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils ont YouTube. Et qui monte Apple. Donc c'est un schéma à plusieurs branches. Et puis si l'adoption du grand public que personne ne connaît, mais enfin, il faut regarder l'histoire récente, on a toujours d'excellentes raisons pour dire que ça ne va pas arriver. Puis après, on reconnaît que oui, effectivement, c'était évident. Moi, mon job, c'est un job un peu difficile. Mon job est un peu difficile, c'est de mettre les pieds dans le plat systématiquement, de prendre à contre-pied. Enfin là, on a l'impression qu'ils réagissent, en tout cas. Voilà. Mais ils réagissent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont senti sans doute un peu le danger. Comme la gueulette. Ils sont capables de réagir très vite, quoi. C'est ça que je veux dire, Alain. La gueulette a mis la 7e main. Il ne faut pas oublier que l'IA, c'est l'IA de Google à la base. Oui, c'est ça. C'est basé sur les datas de Google. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un changement de paradigme. Il faut savoir quelle va être l'adoption sur le marché de ce changement de paradigme. Et si un Samsung se pose la question et un Apple pourrait se poser la question, en plus contraint par le gouvernement américain, et ça peut faire deux gros problèmes parce que le search sur mobile... Mais attendons de voir Bing Chat. Oui. Alors, puis on va attendre. C'est les datas, quand même. On va attendre quand même la Google I.O., donc la grande conférence de Google. Le New York Times nous dit quand même qu'a priori, cette sortie serait d'abord aux États-Unis pour un nombre restreint d'utilisateurs. Donc, on ne va pas tout de suite pouvoir s'amuser avec et le comparer avec ChatGPT. On passe à notre autre actualité. C'est cet accord politique européen qui a été trouvé sur le Chips Act. C'est la Commission européenne qui avait présenté en février un paquet européen sur les puces, donc un lot de mesures qui est censé favoriser notre écosystème des semi-conducteurs en Europe. Et hier, on a donc ce trilogue, le Parlement, la Commission et le Conseil de l'Union européenne qui ont trouvé cet accord pour l'adoption du règlement. Tout le monde semble d'accord, ça a l'air de très bien se passer et on devrait avoir une application assez rapidement. Tout le monde est heureux ? Oui, enfin, ça va dans le bon sens. Alors, on parle plus de souveraineté, maintenant, on parle d'autonomie stratégique, parce que la souveraineté a des fois des connotations qui peuvent être perçues différemment, on va dire ça comme ça. Mais oui... après, quand on dit la souveraineté européenne, déjà, on est plus à l'aise. Ça ne choque pas, fondamentalement. Mais ce que je veux dire, c'est très bien, oui, l'Europe, collectivement, prend conscience qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est trop dépendant d'un nombre d'acteurs très réduit. Sur les chips, on est dépendant de 2 acteurs, quoi, je veux dire. Donc, c'est quand même pas... C'est la Corée et Taïwan. Bon. Et est-ce que les chips, aujourd'hui, sont vitaux pour tout le monde, d'une manière générale, on pense surtout des fois sur automobile, mais c'est le cas partout. Oui, donc il est indispensable que l'Europe bouge un peu les règles, où on est tout le temps la concurrence. Non, il faut faire comme les Américains avec l'IRA et dire, OK, on met en place des réglementations, les États vont directement investir dans la mise en place d'usines sur ces sujets-là. Donc oui, reconnaissons le travail. Alors, usines que l'on confie à Intel en Europe, Oui, peut-être. Soyons clairs. Fabriqués sur le territoire. Puis, vous savez, hier, je recevais le président fondateur de Cyper, donc la pépite européenne, qui va nous permettre de devenir un champion des semi-conducteurs, notamment pour les supercalculateurs. Il n'aura pas d'usine. Il va s'appuyer sur les usines
d'autres Oui, mais vous savez que acteurs. les Parce usines qu'aujourd'hui, on plutôt- n'est pas à des niveaux d'investissement comparables à ceux d'Intel Non, et des autres. On n'y est pas encore, mais vous savez très bien aussi dans ces usines-là, les machines qui permettent de fabriquer les chips sont des machines produites par un acteur hollandais dont j'oublie toujours le nom, là, APML ou quelque chose comme ça, qui est l'acteur mondial qui tient ça. Donc tout ça est quand même très entremêlé. Quoi. Faut avoir, on ne va pas dire qu'on va devenir autonome surtout. De toute Exactement. façon, si on Non, mais c'est ça, il ne descend faut pas là-bas, non plus se c'est leurrer. les métaux rares, les wafers, etc. Mais le fait qu'on ait la capacité de créer, enfin de produire plus exactement des chips en Europe est une très bonne chose. Reconnaissons que Thierry Breton là-dessus fait bouger les lignes. Donc c'est un très bon signal pour l'industrie européenne d'une manière générale, bien sûr. Alain, donc il n'est jamais trop tard. Absolument. Moi, je galère pour trouver des chips en Europe et parfois je suis obligé d'aller en Chine parce qu'il n'y a pas d'autre solution. J'attends avec impatience et je trouve très bien que ce soit Intel. Parce qu'Intel, ils savent. On va arrêter d'essayer de repartir de zéro en Europe, d'essuyer les plâtres et puis de pas y arriver. Là, on gagne du temps, je trouve que c'est extraordinaire. Intel, en plus, est prêt à fondre des chips qui ne sont pas les siens. Donc c'est parfait. C'est parfait. Il faut juste accélérer, appuyer sur le bouton et puis... Et tant qu'à faire, des puces européennes. Alors, c'est à mon Exactement. tour d'être gratte-poil. Oui. Après toi. Il y a deux choses qui me semblent fondamentales dans ce projet qui est certes formidable. Il faut aller vite. Et quelle est la capacité de l'Union européenne à aller vite, à mettre tous les États autour de la table et à être d'accord? Là, ils viennent de se mettre d'accord, déjà. Oui, mais maintenant, c'est pas passé encore. Il faut que la loi soit renforcée. Donc, ça, c'est un point important. Et la deuxième chose, c'est la capacité à trouver les talents et à former vite. Et donc, vient le troisième point, et là, je pense que c'est fondamental, c'est comment les États vont collaborer non seulement entre eux, mais avec l'écosystème de PME et d'entreprises innovantes qui vont aller très, très vite dans ce sujet-là. Il va falloir les laisser faire et arrêter de les réglementer. Ça, vous avez raison. Mais après, l'Europe a des points forts et des points moins forts. Sur l'adoption, c'est aussi prévu pour le mois de mai. Hein. Ça peut aller très très vite, la signature du texte. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, l'Europe pâtit d'un excès de réglementation. Je vais pas aller je vais bien sûr dans le même sens que vous. Après, oui, on est 27 pays avec une histoire, des langues, etc. Ça, on va pas le changer. Bien sûr, il y a un marché européen très puissant. Mais on a aussi nos forces. Si j'ose dire, on est le premier marché mondial en termes de consommateurs. On a aussi, on est en avance sur un certain nombre de sujets. Donc oui, il faut se battre. Il faut prendre le point à bras le corps. Est-ce qu'on va toujours assez vite? Bien sûr que non, bien évidemment. Salomé, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon. Alors je propose. Avec attention. Ok, n'hésitez pas à prendre la parole. Merci. Je propose qu'on enchaîne avec la troisième actu. TikTok, donc, sera-t-il totalement prohibé dans le Montana, premier État des États-Unis qui a adopté vendredi dernier un projet de loi qui interdit aux magasins d'applications, les stores, de proposer le réseau social chinois en téléchargement. Il interdit aussi TikTok, l'entreprise chinoise, d'opérer sur son territoire. La question, c'est comment on met ça en œuvre ? C'est un peu compliqué, hein, Oui. on est d'accord. Parce que le Montana, je crois, il y a 1 million d'habitants, donc c'est pas le plus gros. Et 2 millions d'ours. Certainement. Alors bon, c'est pas l'État le plus peuplé, donc techniquement, je sais pas trop comment ils vont faire. Après, si on regarde le sujet TikTok, oui, il y a un vrai problème. Qu'on le veuille ou non, le monde est en train de se fragmenter entre différentes plaques, et la technologie est un des sujets majeurs. On vient de le voir. Enfin, tous les sujets qu'on évoque là sont très entremêlés de manière générale. Donc, est-ce que TikTok est d'une manière ou d'une autre un espèce de coin qu'enfonce la Chine dans nos pays occidentaux? Oui, incontestablement, il faut regarder les choses en face. Hein, et le Data Act américain, et bien sûr, il y a l'équivalent au point de vue chinois. Donc je pense qu'il faut être effectivement très vigilant sur le sujet et arriver à trouver des barrières. À nouveau, on revient sur ce terme. Alors là, c'est de la souveraineté pour le coup, clairement. Donc je pense que ça va dans le bon sens, oui, de manière générale. L'interdiction ? Oui. Parce que là, il ne s'agit pas juste d'interdire aux officiels sur leur téléphone professionnel. On parle de l'interdiction Mais totale. attendez, tout le monde a été en Chine, évidemment. En Chine, vous n'utilisez pas Twitter, vous n'utilisez pas Facebook. Enfin, donc, oui, Moi, j'ai vécu 9 ans en Chine. Oui, Il y a des VPN qui existent. oui, il y a Et VPN, donc, oui. on ne va pas pouvoir, Non, mais on va pas d'accord, pouvoir ça, coincer 1 million d'habitants dans le Montana. Non, mais bien sûr, sur le Montana, c'est ridicule. Mais ce que je veux dire, c'est que les sujet-là. Chinois interdisent, ou en tout cas bloquent très largement quand même l'utilisation de ces produits-là. Je vois pas pourquoi. Mais ils ont fait plus fort. Pourquoi ils peuvent interdire? Parce qu'ils ont fait des applications qui sont bien meilleures que Google, bien meilleures que Facebook, bien meilleures que Twitter. C'est l'œuf et la poule. Non, c'est pas que l'œuf et la poule. Mais qui vous voulez dire, c'est aussi de la protection commerciale des big tech américaines, c'est ça? C'est exactement le point. Le point, c'est que pourquoi TikTok cristallise autant l'attention? C'est la seule application chinoise qui a percé. C'est clair.
WeChat n'a pas percé, Baidu n'a pas percé, Ali essaye tant bien que mal de rentrer sur le territoire avec une belle bataille contre Amazon ou des acteurs locaux. Donc c'est les seuls qui ont percé. Et le Data Act est un tout petit peu différent en Chine puisque le gouvernement chinois, il est très autoritaire. Quand il dit vous rapatriez les données sont rapatriées à l'instant où c'est dit. Donc ça fait peur. Il y a bien sûr l'histoire de la protection des citoyens, tous ces aspects-là où on nous monte la tête parce que finalement gouverner dans la peur, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Mais il y a une grosse guerre commerciale derrière. Enfin, en termes de risques sociétaux, pour aller dans le sens de Mikim, on a démontré que d'autres réseaux sociaux, américains en l'occurrence, étaient délétères sur certaines populations. Snapchat, c'est un sujet sociétal, un sujet économique et un sujet géostratégique, politique et militaire. Hein, ça va jusque-là. On ne traite pas le sociétal en bloquant TikTok. En revanche, on travaille vers la souveraineté et moi je trouve qu'il n'y a pas de raison qu'on ait des règles différentes des Chinois. Après, tout est contournable par un VPN, mais au moins ayons les mêmes règles. Arrêtons d'être naïfs. Moi, je ne sais pas si j'ai envie qu'on ait les mêmes règles que les Chinois. Moi non mais... plus. Je trouve qu'il y a un amendement qui dit quand même qu'on a une certaine liberté. Et pour avoir vécu 10 ans en Chine, je suis très contente de pouvoir utiliser ce que je veux, où je veux, quand je veux. Dans une guerre économique. Soyons plus forts. Non, dans une guerre économique. Celui qui a des armes plus fortes que l'autre finit par gagner. Alors effectivement, on peut décider d'avoir un jour que des applications chinoises. On est content de ça? Non, c'est pas ça. C'est donc pas voilà, ça. donc De toute façon, il faut se protéger. Aujourd'hui, c'est les Américains qui font la guerre, c'est pas les Européens finalement. Ça a été interdit chez les fonctionnaires. On n'a encore rien fait. Bien sûr. Sur le chipset, c'est la même chose. Mais ils n'ont pas de solution à proposer. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On reste assis, on bouge pas? Non, j'ai pas dit ça. Je veux dire, juste qu'il faut être pour l'instant, en Europe, on n'est pas du tout sur la ligne d'une interdiction de l'application, de toute façon. Alors, ça commence dans certains pays sur les officiels ou sur les, comment dire, certains. Bien sûr, oui. Mais je veux dire, pour la population, d'interdire radicalement l'utilisation de l'application, pas du tout. On met la liberté au-dessus de tout et puis la concurrence, encore une fois, mais là où on retombe peut-être un peu dans les biais. On n'est pas tellement dans le protectionnisme. On a déjà assez souffert. On a perdu assez de champions à cause de ça. Allez, si vous voulez qu'on continue à débriefer ensemble, il faut qu'on passe à la suivante. L'actualité, c'est autour des IA génératives, bien évidemment. Ça m'a semblé intéressant de regarder la stratégie d'Amazon, parce que c'est un peu différent de ce que font les autres. C'est AWS, donc Amazon Web Services, qui, lui, a décidé de lancer, là, il y a quelques jours, Bedrock. C'est un service de cloud, donc qui s'adresse aux développeurs. Et en fait, son idée, c'est de dire, plutôt, moi, je vais vous donner une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir travailler avec ces IA génératives. Et oui, en fait, l'intérêt d'un chat GPT, en fait, d'une IA générative, pour utiliser Amazon qui est quand même un moteur de recherche qui monte pour les gens qui veulent faire des transactions, c'est le numéro 3, il ne faut pas faire du narratif, il faut donner le produit, que les gens puissent acheter le produit. Donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Amazon ait trouvé le moyen de faire d'une IA générative un one-click pour acheter des produits. Ouais. Donc du coup, ils ne vont pas le faire. En revanche, AWS se porte très bien, merci. Et AWS, c'est un fournisseur de solutions pour le tiers, donc ils avaient besoin de le faire. Ouais. Et c'est d'autant qu'ils sont aussi attaqués par Microsoft avec son service Azure dopé à ChatGPT. Voilà, en fait, ils sont numéro 2 derrière Azure et ils ont un vrai sujet de compétition avec Azure. Mais là, ils ont une tactique en disant, plutôt que d'essayer de faire la même chose, finalement, on va devenir une plateforme sur laquelle on va proposer plusieurs modèles. Donc on va cibler plus les entreprises. Encore une fois, prenons le sujet juridique, c'est un de ceux auxquels on pense en premier. Une entreprise qui aurait une base juridique très très importante, elle ne va pas le mettre sur ChatGPT parce que quelque part, ça va être ouvert à l'ensemble de l'écosystème. Donc elle va se dire, j'ai ma propre base de connaissances qui peut être textuelle, vidéo, enfin tout ce qu'on veut d'une manière générale, et je vais construire mon propre moteur d'IA générative et à partir de briques que pourrait me proposer effectivement AWS. Et là, je vais proposer un service, soit en interne, soit à mes clients finaux. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, cette notion d'IA générative, il y aura deux axes, mais on ne peut pas dire que toutes les données vont être partagées par tout le monde, parce que sinon les entreprises perdent leur asset sur la partie data. Et on en revient à cette partie data qui est le fondement de tout, parce que l'IA générative, si en dessous vous avez des data qui n'ont pas d'intérêt, c'est garbage in, garbage out. Donc les entreprises, il y a shit in, shit out qui est moins pollu. C'était bien la première version. Oui, désolé, en tête, il faut couper. Donc voilà, donc, ce sujet de dire l'IA générative c'est un moteur, mais quelle est l'essence? Et les entreprises sont en train de réfléchir, là vraiment, chez Micropole, c'est sur quoi on travaille, comment je vais préserver mes données en tant que telles, tout en proposant un système, bien sûr, basé sur ces IA. Donc cette stratégie d'AWS est assez intelligente, oui, je trouve. Pertinente. Il faut vite que VH fasse paraître avec Symfony qu'on a vu la fois dernière sur le plateau. On a un moteur français qui est capable de faire de l'IA générative très bien.
Et on a OVH qui cherche à monter un Oui, système. à OVH, oui, bien sûr. Et on a essayé de les faire se rencontrer Et sur ce plateau. sur ce plateau, et on a voulu les attend voir ce que marier, ça on donne. attend le résultat, mais Amazon montre l'exemple. C'est Allez, exactement on ce que termine, fait Amazon. Mickey, comme ça vous commenterez la dernière actualité. Le projet d'Elon Musk, donc avec sa start-up d'intelligence artificielle. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce projet, en vrai, hein, c'est quand même assez flou. Alors il a précisé quelques petites choses à Fox News, notamment que ce serait une IA qui serait dédiée à la vérité, à la recherche de la vérité maximale, hein, parce que pour essayer de comprendre la nature de l'univers. On rappelle quand même qu'Elon Musk a signé un appel à moratoire autour des IA génératives, mais là il nous dit mais si c'est une IA qui va chercher la vérité et le sens de l'univers, de toute façon ce sera une IA gentille. Laissez-moi du temps. Je pense que ça qualifie parfaitement Elon Musk, qui est à la fois un génie, mais un être avec un ego absolument démesuré. Et c'est pour ça qu'il a quitté le projet de ChatGPT dont il était à l'origine. Il n'a pas pu en prendre la direction. Il a dit « ciao ». Je m'en vais. Certains disent « Ah, il n'a pas eu la vision ». Bien sûr qu'il a eu la vision, il n'a juste pas eu le pouvoir. Donc maintenant, il revient avec ça. En parallèle, est-ce qu'il calme tout le monde en signant la charte, en disant « Non, non, mais oui, bien sûr, il faut se calmer, il ne faut pas dépasser ce que fait ChatGPT V4 pour lui laisser du temps de développer son produit ». Peut-être que, en fait, le sujet de fond, donc ça n'engage que moi et sur la personnalité de Musk, mais peut-être que le sujet de fond est bien intéressant et ressemble à une stratégie chinoise. C'est-à-dire que quand vous prenez l'applicatif Weixin qui est WeChat, qui a démarré juste avec des fonctionnalités d'échange de messages, etc., qui ensuite a explosé sur l'ensemble des services. On ne peut plus débloquer un vélo en Chine sans WeChat, on ne peut pas aller à la banque sans WeChat, etc., etc. Elon Musk est en train de se dire, en fait, cette IA générative, elle va me servir dans tous les produits et tous les sujets sur lesquels je suis en train d'investir. Pour ma voiture autonome, pour changer l'algorithme de Twitter, pour aller dans l'espace, etc., etc. Donc, en fait, il va en faire son moteur en ayant une vraie indépendance vis-à-vis des autres. Et il a recruté les deux grands pontes de DeepMind, de Google, pour vraiment essayer de retravailler dans le fond, indépendamment de ce que font les autres, cette IA générative. D'ailleurs, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, Microsoft a annoncé qu'il s'écartait du projet OpenAI et des puces pour pouvoir reprendre leur indépendance sur le sujet aussi. Donc là, il y a un peu une scission. Oui, parce que OpenAI est un peu dans la tourmente. Ouais. Merci beaucoup Alain Staron d'Artifil, Mikim Chikli de Weborama, Christian Poyot de Micropole et Salomé Tiblou-Galas de KPMG. Petite pause et ensuite on va parler des startups innovantes dans l'automobile.